Mesdames et messieurs, alors on est revenu à pied. On est revenu à pied tout autour de la terre, tout autour de la mer, autour du soleil, de la lune et des étoiles, à pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. C'est de Jacques Prévert. J'ai trouvé que c'était une jolie façon de dire comment nous sommes revenus de l'année 2015 et de le faire avec vous en cette circonstance, parce que je veux présenter à chacun d'entre vous mes vœux d'une belle et douce année, d'une année plus clémente, d'une année plus réjouissante. Je veux, monsieur le vice-président du Conseil d'État, vous présenter ces vœux, à vous personnellement, à vous, monsieur le défenseur des droits, à vous, monsieur le premier président de la Cour de cassation, monsieur le procureur général près cette Cour, à vous, mesdames, messieurs les parlementaires, à monsieur le premier président de la Cour des comptes, monsieur le procureur général près cette Cour, à monsieur le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, à madame la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, à mesdames, messieurs les présidentes et présidents d'autorités administratives indépendantes, à mesdames, messieurs les hauts magistrats, à mesdames, messieurs les magistrats, les directrices et directeurs de greffe, mesdames et messieurs les présidentes et présidents des professions juridiques et judiciaires, avocats, notaires, huissiers, mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, commissaires aux comptes, commissaires priseurs judiciaires, juges consulaires, j'en ai oublié, Pardi, et mesdames, messieurs les présidents de tribunaux, de juridiction, mesdames et messieurs les présidents de conseils d'avocats du Conseil de l'Ordre et avocats après la Cour de cassation, mesdames et messieurs, à chacun d'entre vous, une très belle et une très bonne année, parce que nous avons fait la preuve que nous étions capables d'affronter une situation extrêmement difficile et nos institutions ont été mises à rude épreuve. Elles ont montré néanmoins leur solidité, leur vitalité. Mais nous devons préserver ces institutions parce que ce sont elles qui nous protègent des accidents, des tragédies, des situations exceptionnelles, mais sont elles aussi qui nous permettent d'assurer le quotidien, de répondre aux besoins de nos concitoyens. Parce que les institutions sont à leur service, c'est leur patrimoine. Ces institutions doivent être efficaces, elles doivent être bienveillantes, elles doivent être décentes, elles doivent éviter d'humilier. Ces institutions ont montré leur force et nous avons choisi de les renforcer encore. Elles ont montré leur solidité dans toute l'architecture de l'institution judiciaire. Nous avons choisi de les renforcer parce que nous sommes habités par la nécessité impérieuse vraiment, d'arriver à faire face aux situations qui nous frappent, aux agressions que nous subissons, mais en même temps à demeurer nous-mêmes, rester ce que nous sommes profondément, mais faire face. Rester ce que nous sommes profondément, une démocratie à laquelle nous sommes très attachés, un état de droit, et l'institution judiciaire dans la totalité de son architecture doit assurer à l'état de droit la solidité, la rectitude de cette épine dorsale. Et le défi est majeur, parce que pour faire face aux attaques auxquelles nous avons été soumis, il nous faut renforcer nos capacités de surveillance. Il nous faut renforcer nos capacités de protection. Et en même temps, il nous faut veiller à protéger notre bien le plus précieux, nos libertés. Nos libertés, celles qui se déclinent au quotidien, celles qui ont été contestées par les attentats de janvier et par les attentats de novembre. Liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'apostasie, la liberté de blasphème, la liberté de blesser. Il appartient après à l'institution judiciaire, à l'autorité judiciaire, de dire si une personne a été blessée à tort et de réparer cette blessure.
c'est bien l'autorité judiciaire qui est là pour protéger chacun et pour éviter que justement la société soit une société de sauvagerie où chacun se fasse justice. Donc ces libertés, y compris en novembre, juste la liberté de jouir de nos libertés, c'est cela qui a été frappé, c'est cela qui a été contesté. Donc nous avons le sentiment et la conscience aiguë de la nécessité de renforcer nos capacités de surveillance, de contrôle, de protection, et en même temps de demeurer nous-mêmes, de ne pas jeter aux orties ce bien précieux que constitue notre attachement à nos libertés individuelles. Nous avons veillé à le faire le mieux possible. Nous l'avons fait à travers la loi renseignement, telle que nous l'appelons. Cette loi qui était difficile à construire, parce qu'il fallait enfin imaginer un cadre juridique pour des activités de surveillance. Il fallait assurer l'efficacité de ceux qui sont en charge de cette surveillance. Et en même temps, il fallait rester nous-mêmes. En même temps, il fallait préserver nos libertés. Nous avons cherché, la réponse n'était pas évidente. Nous l'avons cherché ensemble. Et je crois que nous l'avons trouvé ensemble. Parce que nous avons heureusement des étapes différentes qui font que des instances différentes veillent à cet équilibre précieux entre les exigences de l'ordre public d'une part et d'autre part la nécessité de préserver ces libertés. Je crois que nous l'avons trouvé à travers cet encadrement qui va au-delà de ce qui était jusque-là contrôlé par un cadre juridique, à savoir les interceptions et les connexions. Nous sommes allés au-delà puisque toutes les activités de renseignement sont encadrées juridiquement, mais elles sont surtout contrôlées. Elles sont contrôlées. Nous y avons introduit un contrôle juridictionnel avec le recours à notre plus haute juridiction administrative. Ce contrôle juridictionnel, il est assuré par l'autorité administrative, cette commission nationale de contrôle, qui peut saisir à tout moment le Conseil d'État, y compris pour contester une décision du Premier ministre. Voilà une belle marque d'une démocratie, d'un État de droit, où une juridiction peut contrôler et contester une décision du chef de l'exécutif. Nous avons veillé donc à ce contrôle juridictionnel. Nous avons veillé à un contrôle administratif par cette commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Nous avons veillé à un contrôle démocratique aussi, en permettant à tout citoyen de saisir le Conseil d'État, y compris en référé. Et ce Conseil d'État, il peut saisir en formation restreinte, mais également convoquer sa section du contentieux, y compris réunir son assemblée du contentieux. Ce contrôle démocratique, il est aussi assuré par la presse qui est avec nous ici, et qui fait partie de ces piliers qui garantissent l'état de droit. Nous avons veillé à préserver ces professions protégées, les avocats, les journalistes, les magistrats et les parlementaires. Nous avons donc assuré son contrôle. Et nous avons veillé à ce que ce contrôle soit effectif, de sorte que, pour la première fois, des magistrats sont habilités secret défense ès-qualité. Ils auront donc directement accès aux documents classifiés. Nous avons donc créé les conditions de ce contrôle et nous avons veillé à ce que ce contrôle puisse être effectif. Et bien entendu, il y a le contrôle parlementaire qui peut être exercé à tout moment par la délégation parlementaire au renseignement et qui sera exercé annuellement par le rapport qui sera présenté devant les parlementaires. Nous avons donc, je crois, trouvé la voie étroite qu'on appelle souvent le chemin de crête entre la nécessité de surveiller les moyens qui sont octroyés à des services administratifs, mais aussi la mise sous contrôle de l'activité de ces services administratifs et surtout le contrôle juridictionnel. Alors nous avons entendu des débats sur la place du juge judiciaire et le rôle du juge administratif. Je crois que ces débats sont pertinents. Je crois qu'ils sont pertinents. D'abord parce qu'ils se posent d'une certaine façon. Nous avons souvent tranché de façon très simple en disant qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution, le juge judiciaire est chargé de veiller à la garantie du respect des libertés en cas de privation de liberté. Et qu'en cas de restriction de liberté, il revient généralement au juge administratif de garantir le respect de ces libertés. Mais nous voyons bien qu'à partir du moment où nous sommes obligés, où nous sommes conduits par nécessité à élargir le champ d'activité et le champ de compétences de services administratifs, je ne suis pas sûre
qu'il aille de soi que le contrôle, tout contrôle, soit systématiquement confié au juge administratif. Je crois néanmoins, je pense que c'est aussi dans cette perspective que Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, vous êtes intervenu récemment à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, je crois qu'il y a lieu de s'interroger sur cette dynamique dans laquelle notre démocratie est engagée et sur ce périmètre qui semblait aller de soi, qui était à la fois de droit et d'usage depuis 2 siècles, mais qui, du fait que justement nous élargissons le champ de compétences des services administratifs, peut-être interroge le champ d'intervention du juge judiciaire. Je pense que c'est un très beau débat que nous avons en perspective et j'espère bien qu'il y aura de grandes batailles intellectuelles et techniques et juridiques autour de ce sujet, de façon à ce que nous nous assurions de la fondation, de la solidité, des fondements même durables, pérennes de notre démocratie. Il nous a fallu donc répondre à cela, l'imprévisible, l'impensable, l'indicible, il nous a fallu y répondre. Mais en même temps, il nous faut assurer le quotidien des Français. Il nous faut répondre aux nécessités de chaque jour. Il nous faut être en capacité, à travers nos institutions, de nous mettre en branle immédiatement lorsque les coups surviennent et en même temps d'assurer ce qu'on appelle les affaires courantes, mais qui pour nous sont plus ambitieuses que ça, les chantiers que nous avons engagés, les réformes que nous devons mettre en œuvre, les réformes du droit, mais aussi les réformes de notre organisation, les réformes de notre fonctionnement. Et nous avons été aussi en capacité de le faire. Nous avons donc fait face aux nécessités des attentats, de ce terrorisme aveugle, odieux, délibérément aveugle, avec la volonté évidente de créer une situation de panique, un état de panique même. Nous y avons fait face. Nous nous en étions déjà donné les moyens puisque nous avions engagé toute une série d'actions depuis 2013, un plan de sécurisation, depuis 2012 déjà, sur la surveillance de ces détenus particulièrement signalés. En 2013, un plan de sécurisation. En 2014, un plan de formation, mais aussi des missions de recherche, de façon à mieux détecter les personnes en voie de radicalisation, les personnes exposées à la radicalisation. Et nous avons compris qu'il fallait élargir aussi la palette et diversifier la palette des compétences que nous mettons à disposition, notamment de l'administration pénitentiaire, mais aussi de la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons été très ambitieux. Nous avions commencé toute une série d'actions que nous avons pu amplifier à partir de janvier 2015, puis, hélas, de novembre 2015, à partir du premier plan de lutte antiterroriste, puis à partir du deuxième plan. Mais avant ces 2 plans, nous avions déjà mis en œuvre toute une série d'actions de détection, de prise en charge, de formation, de recrutement d'aumôniers, d'accords avec des pays d'où certains aumôniers et imams sont originaires. Nous avions mis en branle aussi des travaux de réflexion et de recherche avec des universitaires. Nous avions déjà créé un centre national d'assistance contre la radicalisation violente. À partir de janvier 2015, avec les moyens supplémentaires que nous avons eus, c'est-à-dire 950 emplois supplémentaires, plus quelques crédits, 181 millions d'euros de crédits, nous avons pu développer au niveau de la protection judiciaire de la jeunesse une mission nationale de veille et d'information, un réseau de référents laïcité, citoyenneté sur l'ensemble du territoire. Nous avons pu mettre en œuvre des modèles particuliers d'encadrement, de détection et d'encadrement des adolescents. Au niveau de l'administration pénitentiaire, nous avons diversifié des métiers. Nous avons évidemment restructuré, nous l'avions commencé depuis 2012, le renseignement pénitentiaire. Nous avons qualifié davantage ces agents, nous avons déployé sur l'ensemble du territoire et nous y avons adjoint des compétences nouvelles. Nous avons associé les chercheurs, les universitaires, mais nous avons développé de nouveaux métiers, des analystes veilleurs. Nous avons développé également des logiciels modernes. Nous installons de nouveaux modèles, des modèles très modernes de brouilleurs. Nous avons donc engagé toute une série d'actions qui nous permettent de faire face, de faire front, d'être efficaces, mais surtout de mesurer, de connaître et de comprendre. Et nous disons à la société, autant nous sommes vigilants et efficaces, les chiffres le montrent, sur la prise en charge de cette population carcérale,
autant nous sommes conscients que la radicalisation violente se fait massivement dans la société. Et nous l'avons indiqué depuis février 2013. Nous avons, hélas, été très largement entendus à partir de novembre 2015. À partir de novembre 2015, parce qu'il devenait évident que la radicalisation violente se propageait largement au sein de la société, puisque aucun de ces terroristes n'avait été incarcéré, que 2 avaient un casier judiciaire avec, pour la plupart, des délits routiers comme infraction. Que c'est donc dans la société qu'il nous faut exercer, en plus du milieu carcéral, une vigilance particulière et développer des méthodes de détection et des méthodes d'intervention. Mais je le disais, nous avons su répondre aux nécessités, mais nous assurons aussi, bien entendu, le fonctionnement quotidien de l'institution judiciaire. Et nous avons de grands et de beaux chantiers. Parmi les plus beaux chantiers que nous avons, il y a celui de la réforme de la justice civile, que nous appelons, sans élégance, J21. La justice du XXIe siècle, au service des justiciables. Cette justice du XXIe siècle qui doit rendre la justice plus proche, plus accessible. 70% de l'activité judiciaire, c'est une activité civile. Le quotidien, les problèmes de la famille, les divorces, les séparations. Les adultes, hélas, ne sont pas capables, tout seuls, sans le juge, de se séparer aimablement, aussi gentiment qu'ils se sont dit à quel point ils s'adoraient. Il y a donc la nécessité du juge, parce que les adultes ne sont pas raisonnables. 60% de l'activité civile est liée aux activités à la vie familiale de nos concitoyens. Et puis il y a tout le reste, évidemment, l'endettement, le surendettement, les conflits de voisinage, les problèmes de logement, d'expulsion de logement. Cette justice civile, il fallait vraiment veiller à ce qu'elle soit plus proche des citoyens. Donc elle entre dans notre politique globale d'accès aux droits. Cette politique globale qui nous a conduit à supprimer le timbre de 35 € pour supprimer l'entrave d'accès aux juges. Cette politique d'accès aux droits qui nous a conduit à réimplanter des tribunaux de grande instance pour corriger les déserts judiciaires, donc les injustices de la carte judiciaire de 2008. Cette politique d'accès aux droits qui nous a conduit à compléter le maillage territorial des maisons de la justice et du droit, ainsi que des CDAD. Et puis, nous sommes passés à une autre phase, parce que justement dans cette réforme de la justice civile, nous mettons en place un service d'accueil unique du justiciable, c'est-à-dire une proximité réelle, physique, géographique, en faisant notre affaire de toute la complexité de l'institution judiciaire. C'est-à-dire que le citoyen, le justiciable, n'a pas à savoir la différence entre les contentieux qui sont pris en charge par le tribunal de grande instance, ceux du tribunal d'instance, ceux du conseil des prud'hommes, quel que soit le site judiciaire qui est à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Ce justiciable peut se rendre dans ce site judiciaire et effectuer ses premières démarches, ses premières formalités. Et à terme, dès la deuxième version de Portalis, la première ayant été livrée, dès la deuxième version de Portalis, pouvoir suivre sa procédure, accomplir des actes, recevoir des informations à partir de tout point du territoire, de tout site judiciaire, n'importe où sur le territoire. C'est une réforme majeure et magnifique parce qu'elle est tout simplement liée à la réalité des justiciables et des citoyens. Nous vivons une période de mobilité aujourd'hui. Il faut donc faciliter les choses. Et nous l'avons fait. Ce ne fut pas simple. Il a fallu solliciter les parlementaires, parce que pour permettre la communication électronique, il a fallu changer la loi, le code de procédure pénale. Donc même des choses qui paraissent évidentes, il faut parfois beaucoup de travail pour l'institution judiciaire. C'est sa force, sa solidité, la profondeur de son enracinement, mais en même temps, parfois, c'est sa difficulté. Nous avons donc, avec cette réforme de la justice du XXIe siècle, nous sommes en train de moderniser la justice civile. Ce fut un travail de plus de 2 ans qui a permis de mettre en branle une véritable intelligence collective. J'ai d'abord commandé des rapports, un travail très méthodique de rigueur, ensuite le partage des conclusions de ce rapport, ensuite un grand débat de 2 jours à l'UNESCO, après une diffusion des conclusions, la remontée des contributions, le traitement de ces contributions,
Et pendant ce temps, à partir des innovations, le lancement des expérimentations. De sorte que tout ce que nous allons généraliser dans ce texte de loi a été expérimenté, évalué et donc fait ses preuves. Dans cette réforme, nous introduisons l'action de groupe. L'action de groupe qui est une vraie procédure moderne qui permet à des personnes qui sont fragilisées par un préjudice sériel ou par des discriminations ou par un conflit de travail, d'agir ensemble, en groupe, donc d'apporter plus facilement la preuve de leur préjudice. C'est un vrai progrès démocratique et nous avons veillé à le faire dans la logique et dans l'esprit et dans l'histoire de notre système de droit. Nous introduisons également une simplification de la justice sociale. La justice sociale est une justice extrêmement complexe et en même temps, c'est la justice qui concerne les personnes les plus vulnérables. C'est la justice du handicap, c'est la justice de l'incapacité. Or, elle est dispersée entre des instances qui relèvent du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, du ministère du Travail. Nous allons donc regrouper les tribunaux de l'action de la sécurité sociale, nous allons regrouper les tribunaux de l'incapacité et nous allons reprendre une partie des contentieux des CDAS. Donc nous allons faciliter les choses pour nos concitoyens les plus vulnérables. Et puis nous avons quelques autres chantiers sur lesquels je vais passer très très vite, mais qu'il est important de rappeler parce que je vois bien les visages dans la salle de personnes qui ont travaillé parfois pendant des années sur ces chantiers, des personnes qui ont préparé avec beaucoup d'ardeur un matériau de qualité qui nous permet aujourd'hui, nous, d'accomplir, d'aboutir, de passer à la phase d'aboutissement, la phase d'achèvement. Ces chantiers sont la loi croissance et activité, je le dis pour les professions qui sont là et qui ont souffert quelque peu pendant quelques mois. Le ministère de la Justice est chargé de piloter une trentaine de décrets et d'arrêtés qui concernent les procédures collectives, qui concernent les professions protégées, qui concernent également la justice prud'homale. C'est un travail que nous faisons en concertation et en discussion parce que c'est la méthode que nous avons choisie dans ce ministère. Nous avons également quelques autres beaux chantiers, tels que le préjudice écologique qui avance et sur lequel nous travaillons depuis 2 années au moins maintenant. Nous allons donc introduire dans le Code civil la responsabilité sociale environnementale, donc ce sera un progrès absolument incontestable. Nous avons une belle réforme qui est achevée maintenant, et je remercie très chaleureusement les parlementaires de l'Assemblée nationale. Ceux du Sénat m'ont fait quelques misères en la matière, c'est la réforme du droit des contrats. Mais je regarde les parlementaires, les sénateurs qui sont là ne sont pas de ceux qui m'ont fait des misères. Et nous avons pu réformer le droit des contrats. La prouesse était réputée impossible. Mais nous avons, oui, modernisé, actualisé des textes qui datent de 210 ans, sur lesquels était venu s'agréger de la jurisprudence. Nous l'avons fait, je crois, très correctement, très méthodiquement, très sérieusement. C'est une réforme qui est très saluée, essentiellement par les milieux économiques et par les milieux universitaires, et qui concerne l'ensemble de nos concitoyens, parce que le contrat est entré dans la vie des uns et des autres tout le temps, que ce soit le contrat d'énergie, le contrat de logement, que ce soit le contrat de téléphonie, le contrat d'assurance, le contrat de maintenance, de quoi que ce soit, le contrat est dans la vie des citoyens au quotidien. Et lorsque la législation sur les contrats devient opaque parce qu'elle est complexe, elle est dispersée, disparate, elle introduit un élément d'inégalité. Le plus vulnérable est pénalisé. Pour que le droit soit juste, il faut qu'il soit clair, intelligible et accessible. Donc en réformant le droit des contrats, nous accomplissons là aussi un acte de justice. Donc ces faits sont tapage parce que ça n'intéresse pas grand monde, alors que ça concerne pratiquement tout le monde. Mais cette réforme du droit des contrats est une de nos grandes fiertés. J'aperçois la directrice de la DACS qui y a beaucoup travaillé. C'est une source de grande fierté. Merci donc aux parlementaires d'avoir permis cette réforme qui est promise depuis plus de 20 ans. Nous avons évidemment pour cette année la réforme de l'ordonnance de 1945, cette ordonnance sur la justice juvénile des enfants et des adolescents. Cette ordonnance a été modifiée 37 fois, elle est devenue illisible, les praticiens et les professionnels sont obligés de procéder à quelques acrobaties pour arriver à être efficaces dans le suivi, dans la continuité du suivi et pour l'efficacité. Les victimes sont obligées d'attendre aujourd'hui une vingtaine de mois avant que leur affaire arrive en juridiction, devant une juridiction.
nous introduisons des modifications qui permettront qu'entre 3 et 9 mois maximum, un jugement soit prononcé lorsque les faits sont commis par des mineurs. Nous avons, au niveau de l'administration pénitentiaire modernisée, construit, nous avons livré plus de 3000 places. Nous en avons net, parce que nous en avons fermé, donc nous étions engagés sur 6500 places supplémentaires, plus 3200 places pour lesquelles les crédits, les engagements, comment ça s'appelle, les autorisations d'engagement d'1 milliard sont actées et inscrits. Voilà donc toute une série d'actions qui montrent à quel point notre institution a été capable de faire face à l'improbable, à l'imprévu, à l'indicible, à l'odieux, au monstrueux. Et en même temps, ces institutions sont en train de réformer, sont en train de se réformer et donc d'améliorer le service public de la justice pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous allons poursuivre. Je veux saluer en particulier, je me rends compte que je n'ai pas salué les secrétaires généraux des organisations syndicales, je le fais à l'instant, en les remerciant pour la qualité du travail que nous avons fourni ensemble, puisque nous avons signé un premier protocole en 2013, un deuxième récemment en décembre 2014, une activité d'exigence sur le dialogue social, sur la lutte contre la souffrance au travail, sur l'amélioration des conditions de travail, sur l'amélioration du régime indemnitaire, sur une meilleure attractivité de certaines professions. Tout ce travail a pu être fait grâce à la qualité du dialogue social que nous avons dans ce ministère. Donc je vous remercie chaleureusement pour votre vigueur, pour vos exigences, pour vos impatiences, mais aussi pour votre esprit constructif, puisque nous avons pu signer des accords et donc améliorer la situation des différents personnels, que ce soit les surveillants pénitentiaires ou les greffiers, puisque nous avons également fait une belle réforme du greffe. Je veux saluer en particulier les associations, et notamment les associations de victimes. Il y a ici des présidentes et présidents d'associations qui participent à l'œuvre de justice. Leurs interventions se font auprès de la jeunesse, se font en détention, se font aussi dans la défense des droits et des libertés, dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de discrimination. Ces associations sont précieuses, elles sont de plus en plus professionnelles, y compris le travail effectué par les bénévoles. Donc je veux les remercier parce que vraiment, elles contribuent au quotidien à l'œuvre de justice et elles sont absolument indispensables. Les associations d'aide aux victimes, et notamment l'INAVEM, la FINVAC, Paris Aide aux victimes, qui a été très fortement sollicité en fin d'année, le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et des autres infractions, toutes ces associations et structures ont été très fortement mobilisées, très fortement sollicitées. Elles ont accompli un travail de très grande qualité, je les remercie, parce que le travail était professionnel, il était technique, il demandait une très grande réactivité en matière logistique, en matière technique, juridique, mais il demandait aussi une grande disponibilité, une capacité d'écoute, une sensibilité, il demandait de la délicatesse. Et tout ça a été apporté aux personnes qui étaient dans la détresse. Donc je veux remercier les associations. Nous avons une politique d'aide aux victimes qui est très volontariste. C'est le choix que j'ai fait depuis le début. Cette politique d'aide aux victimes donne des résultats aujourd'hui tout à fait satisfaisants, puisque lorsque nous sommes arrivés, il existait 50 bureaux d'aide aux victimes, il y en a 160 aujourd'hui. Nous sommes en train d'en installer dans les cours d'appel maintenant, mais nous en avons installé dans tous les tribunaux de grande instance. Nous avons mis à la disposition des associations d'aide aux victimes un budget qui leur permet de prendre en charge plus correctement les victimes, puisque ce budget était de 10 millions d'euros lorsque nous sommes arrivés, il est aujourd'hui de 25 millions d'euros. Mais nous avons surtout apporté un savoir-faire, et en tout cas nous avons incité les associations à développer un savoir-faire, une compétence plus solide, notamment par la prise en charge pluridisciplinaire des victimes. J'ai décidé, parce que c'est une méthode que je choisis et que je respecte chaque fois que nous introduisons une innovation, nous avons expérimenté une prise en charge individualisée des victimes et une évaluation personnalisée des victimes. Nous l'avons expérimenté sur une année dans 8 tribunaux de grande instance et nous l'avons généralisé dans la loi du 17 août 2015. Et cette prise en charge individualisée, cette évaluation personnalisée, je crois, nous a beaucoup servi
en janvier et en novembre pour la prise en charge vraiment au plus près des besoins, de la personnalité, du profil, de la situation et de la réaction de chacune des personnes. Ça a été spectaculaire de la part de tous ces écoutants, de tous ces accueillants, d'autant que la nouvelle circulaire interministérielle de prise en charge des victimes du terrorisme avait été publiée le 12 novembre 2015, puisqu'à la suite des attentats de janvier 2015, j'avais décidé d'évaluer le dispositif de prise en charge des victimes. Et à partir de cette évaluation, donc, au nom du ministère de la Justice, j'ai conduit une consultation avec les autres ministères et les autres partenaires, et nous avons abouti à un nouveau dispositif de prise en charge des victimes du terrorisme. Et ce nouveau dispositif a été consigné dans l'instruction interministérielle qui a été publiée le 12 novembre 2015. Donc nous l'avons mis en œuvre le 13 novembre 2015 dans la nuit. Donc j'ai lancé déjà son évaluation également, mais nous avons bien vu que les améliorations que nous avions introduites, et notamment justement le référent unique qui permet à la personne, aux familles, en période de crise, mais également après, dans l'accompagnement au long cours, d'avoir un seul référent et donc d'être dans une relation plus fluide. La méthode d'entrée qui nous permet d'avoir une seule porte d'entrée et de diffuser sur l'ensemble du territoire et auprès de l'ensemble des partenaires, tout cela a bien fonctionné. La définition d'un lieu physique d'accueil qui permet d'accueillir les familles, de les recevoir et de leur parler plutôt que de ne les avoir qu'au téléphone, tout cela a bien fonctionné, mais nous allons quand même évaluer cette prise en charge et nous le faisons déjà à travers le comité de suivi. Mesdames et messieurs, j'ai été trop long, pardonnez-moi. C'est parce que je suis toujours tellement heureuse de vous avoir que j'abuse de ma position et je vous garde plus longtemps que cela n'est raisonnable. Mais je vais vous libérer. Avant de vous libérer, je veux vous souhaiter une fois de plus une très belle année 2016. Nous avons montré nos qualités individuelles, mais surtout nos qualités de vie collective, notre capacité à être solidaire, d'abord à être fort, à être brave, à être assez sensible et aussi, au fond, assez fragile pour ressentir de la peur et pour comprendre la peur de nos concitoyens. Mais en même temps, savoir que cette peur peut être vaincue. Nous avons montré que nous étions assez braves pour tenir debout, même lorsque nous nous sentions ébranlés, même lorsque nous avions l'impression d'être sur le point de tituber. Nous nous sommes appuyés sur le voisin. Nous avons permis au voisin de s'appuyer sur nous et nous avons montré que nous tenons ensemble, que nous faisons face et que nous allons passer cette période-là. Nous allons la traverser. Nous allons la surmonter. Nous l'avons déjà démontré, mais nous allons consolider cette capacité collective que nous avons de faire face. Et nous avons la première chose que nous allons faire, c'est de ne pas nous laisser saturer par ce terrorisme. Exercer une vigilance la plus large possible, la plus dense possible, la plus intense possible, la plus précise possible, la plus subtile possible. Une vigilance qui nous permettra d'anticiper et de réagir efficacement. Mais pas de saturation. Ils n'occuperont pas nos esprits toute la journée, toute la nuit. Ils n'auront pas cette victoire-là. Donc nous allons réagir. Nous savons qui ils sont. Nous comprenons de plus en plus, de mieux en mieux, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Ils croient nous prendre par surprise. Nous les traquons. Nous les traquons. Et nous sommes de plus en plus efficaces dans cette traque. Mais ils ne nous auront pas. Ils n'auront pas notre esprit. Nous savons qui ils sont. Et tenez-vous bien, il y a quelqu'un qui a parlé d'eux il y a plusieurs dizaines d'années. C'est Paul Éluard, dans un poème qui s'appelle « Bêtes et méchants ». Il dit, j'espère m'en souvenir jusqu'au bout, « Venant du dehors, venant du dedans, c'est nos ennemis. Ils viennent d'en haut, ils viennent d'en bas, de près et de loin, de droite et de gauche, habillés de vert, habillés de gris, la veste trop courte, le manteau trop long,
grands de leurs fusils, courts de leurs couteaux, fiers de leurs espions, forts de leurs bourreaux, armés jusqu'à la terre, armés jusqu'en terre, raides de salut et raides de peur. Ils ont oublié la joie d'être aimés. Et quand ils disent oui, tout leur répond non. Et quand ils parlent d'ordre, tout se fait de plomb. Mais contre leur ombre, tout se fera d'or, tout rajeunira. Et nous prendrons soin au matin de gloire d'un monde nouveau, d'un monde à l'endroit. Merci et encore belle et douce année.